Bonjour. La science va-t-elle sortir discréditée de la crise du Covid-19? Alors, c'est clair que cette crise du Covid-19 montre l'importance de la science, puisqu'on a besoin des scientifiques, notamment pour trouver un vaccin. Et dans ce sens, la science sortira renforcée de la crise du Covid-19. Mais il y a aussi un sens dans lequel elle sortira discréditée, c'est à cause de son instrumentalisation par la politique. Alors, souvenez-vous que au début, et c'était même pas tout au début de l'épidémie, c'était à un moment où la Chine avait déjà mis en quarantaine plusieurs dizaines de millions d'habitants. On trouvait des scientifiques pour dire que cette grippe était une petite grippette et que c'était pas trop grave et que ça allait certainement pas venir chez nous. Donc là, c'est quelque chose qui était déjà à l'époque manifestement faux. Aujourd'hui, on trouve des scientifiques pour alimenter cet enfumage concernant les masques. Vous savez qu'il n'y a pas assez de masques en ce moment et que le gouvernement a donc besoin de dire qu'on ne sait pas encore si ces masques sont vraiment utiles ou pas. Et il trouve des scientifiques pour noyer le poisson. Donc il y a, dans ces deux exemples, on voit que la science dit des choses qui sont manifestement fausses. Il est clair que la science ne sait pas tout, que c'est un nouveau virus et que sur certaines choses, la science va pas pouvoir répondre maintenant. Par exemple, sur la question de savoir combien de temps un malade qui est guéri est immunisé contre le Covid-19. Est-ce qu'il est immunisé pendant 6 mois? Ça, on ne peut pas le savoir parce que il n'y a personne qui a eu de la maladie depuis 6 mois. C'est clair qu'une question comme ça, c'est normal que la science ne puisse pas y répondre. Mais par contre, clarifier cette question sur les masques ou bien évaluer la dangerosité du Covid-19 quand la Chine avait mis en quarantaine plusieurs dizaines de millions d'habitants, ça c'était scientifiquement possible de le faire. Et si ça n'a pas été fait, ben pourquoi? Le pire des cas qu'on puisse imaginer, c'est parce que les scientifiques sont devenus incapables de penser. J'espère que c'est pas le cas. J'espère que c'est plutôt parce qu'ils ont menti. Il y a plusieurs types de mensonges. Il y a les mensonges actifs où le scientifique va vraiment directement dire quelque chose qui est pas juste. Et puis, il y a les mensonges par omission. Deux exemples. Par exemple, quand un chef de gouvernement dit devant la télévision on peut sans problème se serrer les mains, il faut juste se laver les mains chaque heure, et qu'il se tourne vers le spécialiste scientifique donc devant la télévision pour qu'il confirme qu'il a bien dit la vérité, et que le scientifique répond simplement oui, oui, il faut se laver régulièrement les mains. Techniquement, il n'a pas menti, puisque c'est vrai qu'il faut se laver régulièrement les mains, mais il aurait dû dire que c'était faux l'idée sur laquelle on pouvait se serrer les mains. Donc de ne pas avoir contredit le chef de gouvernement sur ce point, c'était un mensonge par omission. Autre exemple, un scientifique a fait une étude et il a trouvé certains résultats et que ensuite des politiciens utilisent cette étude comme si elle avait conclu autre chose. C'est le devoir de celui qui a fait l'étude de mettre les pendules à l'heure et de dire non, mon étude a conclu ceci mais pas cela. Et pas simplement dans le sens que en tant qu'auteur de l'étude, c'est lui qui a le droit de dire quelle est la conclusion, mais simplement en expliquant quels étaient les raisonnements, quels étaient les faits étudiés dans l'étude, et puis sur cette base, à quelle conclusion ça pouvait aboutir et à quelle conclusion ça ne pouvait pas aboutir. Ça aussi, quand le scientifique ne le fait pas, c'est en fait un mensonge par omission. Cette instrumentalisation de la science, elle peut se faire finalement de trois façons. Elle peut se faire sans complicité des scientifiques. C'est possible parce que il y a
sur une question donnée, il va souvent y avoir chez les scientifiques différents avis. Et les politiciens peuvent simplement consulter les scientifiques qui ont un avis qu'ils veulent entendre. En choisissant quel scientifique ils consultent et quel scientifique ils se gardent de consulter, les politiciens peuvent instrumentaliser la science sans complicité de la part des scientifiques. Une deuxième possibilité, c'est où il y a une complicité de la part des scientifiques, mais qui n'est pas guidée par l'intérêt personnel du scientifique, mais uniquement par son désir de faire passer des vérités. Et ça peut paraître paradoxal de mentir pour faire passer des vérités, mais je vais vous donner un exemple, c'est un peu caricatural, mais qui permet de bien comprendre. Imaginez que vous avez un politicien qui a 10 affirmations qui sont toutes fausses. Et puis il y a des conseillers scientifiques à qui il demande de se prononcer sur ces 10 affirmations. Un conseiller scientifique peut avoir tendance à mentir de temps en temps, soit à ne pas dire que certaines de ces affirmations sont fausses, soit carrément même à dire qu'elles sont vraies, bien qu'il sait pertinemment qu'elles sont fausses, simplement pour avoir une certaine crédibilité auprès du politicien en question. Et puis sur les sujets que lui, le scientifique, considérera comme particulièrement importants, là, avec cette crédibilité, pouvoir mettre les pendules à l'heure. Il va se dire, là, il y a ces deux sujets qui sont vraiment très importants. Sur les autres, je ne vais pas trop m'exprimer, et s'il faut, je vais même mentir en disant que c'est correct, ces affirmations politiques qui sont en réalité fausses. Mais je vais faire ça pour que sur les deux points qui sont principaux, j'ai une certaine crédibilité quand je dirais que ça c'est faux. Vous voyez donc que là c'est une certaine complicité, mais dans le but de transmettre la vérité. Une troisième possibilité, c'est une complicité, cette fois mesquine, où le scientifique cherche simplement à faire avancer son intérêt personnel. Soit à le faire avancer parce qu'il y a une carotte, et il veut bénéficier soit de financement, soit du prestige lié à être consulté par le gouvernement. Soit il y a un bâton où il pourrait justement ne pas avoir ces financements, voire pire. Face à ces instrumentalisations de la science, il faut un débat scientifique dans le grand public. Et s'il y a des divergences qui se manifestent entre scientifiques, ça, c'est pas un problème. Et je dirais même que c'est plutôt rassurant parce que ça indique que la discussion est libre. Mais c'est important que ces divergences fassent l'objet d'un débat public et puis un débat fondé sur les arguments des différentes positions. Et pas le genre de débat public que l'on voit actuellement. Je prendrais par exemple la médicamentation proposée par le Dr Raoult dans le cadre de Covid-19. Et là, ce qu'on serait intéressé à savoir exactement, c'est que donnent les études. On sait que le professeur Raoult se refuse à faire des études avec un groupe contrôle, comme ça se fait normalement. Donc, vous savez que quand on teste un médicament, on tire au hasard des personnes, et puis certaines recevront le médicament et d'autres recevront rien, ou plus exactement recevront un placebo. Et puis ensuite, on regarde si les personnes qui ont reçu un médicament se portent mieux que les autres. C'est vraiment seulement en comparant avec ceux qui n'ont pas reçu de médicament qu'on peut s'assurer que le fait que certains patients guérissent est bien dû aux médicaments et qu'ils n'auraient pas juste simplement guéri comme ça spontanément. Les adversaires du Dr Raoult pourraient eux aussi faire des expériences. En principe, on devrait avoir un débat scientifique sur ces expériences bien faites avec un groupe de contrôle. Mais à la place de ça, on a un débat sur la personne du Dr Raoult, les uns disant que c'est un Zorro et les autres disant que c'est un charlatan. Et il se passe un peu la même chose avec le professeur Montagnier.
qui dit qu'il y a dans le génome du Covid-19 certaines séquences qui proviennent du HIV et 6 séquences en fait, et que la façon dont ces séquences sont placées, la nature de ces séquences indique que c'est pas un phénomène naturel et que le Covid-19 a donc été fabriqué en laboratoire, probablement fabriqué dans un laboratoire chinois. Et là, la question scientifique est de savoir est-ce que le fait qu'il y ait ces 6 séquences qu'on retrouve dans le HIV, est-ce que ça peut être naturel ou est-ce que c'est une indication que le Covid-19 est artificiel? Ce qu'on aimerait, c'est une discussion scientifique sur les probabilités que ça vienne d'un laboratoire. Et à la place qu'on a, c'est une discussion sur la personne du professeur Montagnier, les uns rappelant qu'il a un prix Nobel et un prix Nobel gagné pour ses études sur le HIV, et les autres disant qu'il a eu ce prix Nobel il y a bien longtemps et que maintenant il est devenu un charlatan. Donc, de nouveau, une discussion sur la personne au lieu d'une discussion scientifique. Donc, c'est très important d'avoir un débat de qualité et un débat scientifique. Les vulgarisateurs pourraient avoir un rôle important à jouer. Ils présentent généralement des études scientifiques cool sur des sujets un peu surprenants. Et ce qu'ils pourraient faire davantage, c'est parler de sujets qui ont une importance pour les citoyens et jouer un rôle d'intermédiaire pour transmettre ces débats au grand public. Parce que les scientifiques ne sont pas toujours ceux qui s'expriment le plus aisément face au grand public. Et ce serait important que ces vulgarisateurs soient objectifs, c'est-à-dire qu'ils ne profitent pas de leur position d'intermédiaire pour travestir la traduction du débat scientifique d'une façon qui convient à leur propre idéologie. On peut craindre que ce soit difficile de trouver des vulgarisateurs objectifs vu à quel point les journalistes objectifs sont peu nombreux. Mais il faut dire que ces vulgarisateurs scientifiques sont souvent des gens qui sont passionnés de science et dans la science, ils ont souvent été imbibés par un esprit d'objectivité. Ces débats scientifiques seraient bons aussi pour nous, pour mieux penser la politique. La politique, elle est souvent discutée avec un niveau de réflexion finalement assez bas. Et ce serait bien qu'à l'occasion des débats scientifiques, qu'au moins par là, par cette fenêtre, puisse arriver une habitude du débat objectif, du débat scientifique. Et que cette expérience du débat scientifique puisse un peu d'éteindre aussi sur le reste des débats politiques. Voilà pourquoi je pense que malgré le fait que si les scientifiques trouvent un vaccin, la science va sortir auréolée de cette crise, elle va aussi sortir discréditée à cause de son instrumentalisation par les politiques et parfois une instrumentalisation avec complicité des scientifiques. Un point important pour assainir cette relation entre la science et le politique est d'avoir des débats scientifiques devant le grand public. Soignez-vous bien et à la prochaine.